Il est temps de vous servir, passionnés du sport, sur les antennes de Kavi Media dans l'émission sportive World Sport. Chaque samedi, dès qu'il est 16h, on se régale avec des actualités sportives. Aujourd'hui, on va entamer ce numéro par l'audience concernant le litige entre la Guinée et la Tanzanie qui s'est terminé hier et la décision sera rendue d'ici le samedi avec une publication officielle sur le site de la Confédération africaine de football. Plus de détails, c'est avec nos chroniqueurs dans un court instant. De retour à la maison pour parler du championnat guinéen de Ligue 1 Guico Press dans sa 22e journée. Le Classico guinéen, c'est demain au stade Petit Souris de Longo entre le Afia et le Orea. Vous savez que c'est le Afia qui occupe la deuxième place du classement provisoire et le Orea qui occupe la tête ce vendredi. Le Afia FC deuxième du classement va défier le grand Orea de cette saison avec Yarouba Nyanyabari. Et pour boucler porte et fenêtre de ce numéro, on va parler de la Coupe du Monde 2026. Le Brésil qui assure sa qualification de 1930 à 2026. Le Brésil est la seule nation à s'être qualifiée pour toutes les éditions de la Coupe du Monde. Ce sont des records et des records. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue dans World Sport. Nous serons ensemble jusqu'à 17h50 Aujourd'hui, on va se régaler parce que, 16h50 parce que le programme a déjà changé. On va se régaler parce que dès qu'on parle de l'équipe nationale guinéenne, c'est un dossier qui intéresse tout le monde. Les yeux sont rivés sur les plateformes de la CAF. Qu'est-ce qui va se passer entre la Guinée et la Tanzanie? Vous savez, on avait perdu sur le score de 1-0. Ensuite, on a déposé des requêtes de fait que la Tanzanie avait utilisé un joueur qui n'était pas éligible pour une question de dossard. Avant tout d'abord, comme d'habitude, on passe par les séances de salutations. Mané, bonsoir. Bonsoir frère Major, bonsoir à toute l'équipe. On est en forme ce matin, hein? Oui, cet après-midi, pardon, voilà. Très en forme. Et à Koloma, vous êtes à Koloma si je me trompe Bomboli, pas. À Bomboli, comment ça se passe? Les débats dans les kiosques, entre les familles, parce que dès qu'on est journaliste, on te demande à chaque instant qu'est-ce qui s'est passé entre la Guinée et la Tanzanie, c'est ça? Oui, c'est ça même. Chaque fois, il y a des débats entre les pro-madrilènes, et voilà, les supporters brésiliens. Donc on est là. Voilà, ce sont des débats, souvent. C'est comme ça se passe. Guillaume Baldé, bien habillé cet après-midi comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous. On est en train de suivre les mercatos, hein. C'est chaud, Real. Certains recrutent à tout va, d'autres sont à l'attente. Surtout avec Liverpool, il y a eu beaucoup de départs. Hein. Pas mal de départs. Pas trop de départs, mais quelques arrivées quand même. Voilà, des départs et des arrivées. Surtout si le cas de Wirtz se confirme. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on claquerait 150 millions pour lui, mais bon, ça se précise. C'est déjà fait même. Voilà, c'est déjà fait. Le spécialiste des mercatos, bonne arrivée. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Ces mercatos là, c'est franchement chaud. Hein. De l'autre côté, on voit Jude Bellingham, son frère avec le Borussia Dortmund. On voit un profil physique. C'est comme si c'est son grand frère. On ne sait pas s'il va nous reproduire les mêmes spectacles que son grand frère. En tout cas, c'est un jeune joueur qui est très talentueux. On l'a vu avec toute la promesse qu'il a tenue. En tout cas, dans l'équipe de Sunderland, il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la Championship en Angleterre. Bien. Ça veut dire qu'il nourrit beaucoup plus d'espoir. Et l'autre fait, c'est que lui, son prix de transfert était beaucoup plus élevé cette fois-ci que celui de son grand frère quand il passait de Birmingham au Borussia Dortmund. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, quand même, en Guinée, tu vois juste les joueurs changer de club, on ne parle pas de pas d'indemnité de transfert, c'est après le championnat. Pas de signature, pas de présentation. Non, mais même s'il y a des signatures, c'est après le championnat, tu vois le joueur dans d'autres clubs. Mais tu leur demandes qu'ils ont fait le transfert, qu'il y a eu des signatures, mais ça communique peu sur les transferts, ça communique peu sur le départ. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas aussi... Il faut dire que ça communique peu d'ailleurs sur le mercato, parce que parfois on a du mal à comprendre les temps de mercato dans notre championnat. On ne sait pas quand ça démarre, quand ça s'arrête. On a l'impression que les transferts se font à tout va, comme on veut et quand on veut.
Et là, je pense que là, c'est un peu compliqué parce que quand des joueurs qu'on avait l'habitude de voir évoluer dans un club changent de club soudainement et qu'il n'y a pas d'une communication officielle là-dessus, parfois, le fait juste de communiquer également sur le transfert de certains joueurs, ça vous permet d'avoir également de nouveaux fans parce que quand un joueur change de club, la plupart du temps, il part là-bas et les gens qui avaient l'habitude de le suivre le suivent également. Voilà, là où il va, même sur les réseaux sociaux. On a vu quand Ronaldo il signe à Al Nassr tout de suite, là, le compte Instagram a explosé directement. Il y avait beaucoup d'abonnés. C'était pareil pour Messi avec l'Inter Miami, Neymar avec Al Hilal, avec Santos. Voilà. Quand il y a des joueurs qui changent de club, souvent ils partent également avec ses fans. Alors, on va s'intéresser à nos sommaires de cet après-midi. On va les feuilleter ensemble jusqu'à 16h50 sur nos antennes. Vous pouvez encore réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, on va commencer le débat du jour pour parler de l'audience concernant le litige entre la Tanzanie et la Guinée. Les phases interrogatoires sont déjà achevées. On attend maintenant la décision finale de la CAF. On est en suspens. Est-ce que la Guinée va sortir vainqueur sur ce dossier selon les faits, les réels, les constats et surtout les règlements? C'est un dossier qui commence franchement à me brûler la langue parce qu'on en parle à chaque fois. J'ai envie d'y croire. On parle des réalités. Voilà. Ouais, j'ai envie d'y croire parce que vous demandez si la Guinée pourrait sortir vainqueur. J'ai envie d'y croire en tant que Guinéen, compte tenu des réalités. Voilà. Mais le problème, c'est que la procédure il y a eu beaucoup d'imbroglio autour de la procédure parce que le match s'est joué il y a plusieurs mois maintenant. Entre-temps, il y a eu le tirage au sort. La Tanzanie qui valide sa qualification. La Guinée qui continue à mettre la pression. Une première requête qui a été rejetée par la CAF. Ensuite, cette audience qui est là. Maintenant, franchement, je vois peut-être la Guinée sortir vainqueur, mais autrement qu'une qualification pour la CAN. Parce que ça traîne. Franchement, mais je pense que même si ça traîne, ça sous-entend peut-être que la CAF veut favoriser la Tanzanie et la Guinée ne veut pas céder. Et si la Guinée ne cède pas, c'est quelque chose qui est bien. Jean Baldin. La Guinée ne cède pas surtout. On a, en fait, dans ces duels, on est en train de voir une équipe qui s'accroche à une qualification par rapport à ce jugement-là, à une autre qui pense avoir acquis sa qualification sur le terrain et qui, pour elle, tout ce qui est arrivé est mineur, ne doit pas constituer quelque chose qui puisse la disqualifier de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une patate chaude pour la CAF. Et moi, j'espère à ne pas espérer. C'est-à-dire, j'espère sans pour autant mettre tous mes organes dedans. Mais est-ce qu'à ce niveau, réellement, concrètement parlant, est-ce que la CAF a une patate chaude? Parce que là, il n'y a pas, dans les histoires juridiques, on ne peut pas dire, il n'y a pas de sentiment. Oui, mais il y a une nuance, il y a des nuances à prendre en compte. C'est ce que je disais, si c'était autant clair que le président de la Fédération guinéenne de football, une décision aurait été rendue. Ça, c'est à mon goût. Ce n'est pas autant clair que ça. En tout cas, pour la CAF, ce n'est pas autant clair, sinon une décision aurait été rendue depuis longtemps. Je crois que c'est un combat juridique, et quand on engage un combat juridique, on ne peut pas, nous, par exemple, si on est partie prenante, on s'est dit à 100% on peut gagner, mais dans les faits, c'est deux parties. Il y a une partie qui va gagner, il y a une autre qui va perdre. Peut-être que même les deux parties peuvent perdre. Parce que la Guinée, peu importe le résultat qui va sortir, si elle n'est pas qualifiée après, ça sera une perte de temps. Mais maintenant, compte tenu les faits, les réalités, on va oublier le fait que le dossier a duré. Mais en tant que l'œil d'un observateur, on vous dit de trancher ce dossier, même si vous n'êtes pas habilité à le trancher. Est-ce que la Guinée peut sortir vainqueur? On n'est pas juge. On s'attend à ce que la Guinée sorte vainqueur parce que avant ce cas-là, il y en a eu d'autres cas où des pays se sont en sortis sur peu. J'ai envie de dire parce que là, on parle d'un joueur non identifié qui joue un match. Normalement, on l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises, les règles qui s'annoncent à ce niveau, c'est un retrait de points ou bien perdre le match sur tapis vert. Malheureusement, ça serait malvenu pour la Tanzanie et bienvenu pour la Guinée. Ça serait tant mieux. Maintenant, comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de tergiversations avec la CAF. Donc on doute de la CAF, de la transparence de la CAF. Pas trop. Je ne pense pas que ça soit une question de transparence. C'est juste une question de
de timing et d'interprétation, parce qu'il faut aussi penser à tout ça. Est-ce que mais au début, ils avaient débouté les requêtes de la Guinée. Hein. Oui, je parle effectivement de ça. Est-ce que le fait que ce joueur ait joué a influé sur le résultat? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. À ce niveau, on ne juge pas comme ça. Oui, mais la Guinée n'est pas partie avec une seule plainte. Il y a eu aussi des plaintes d'avant-match, des défaites qui sont passées. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des retraits de points pour des faits d'avant-match? Je ne pense pas. Souvent, la plupart des cas sont des sanctions. Peut-être que la Guinée veut avoir des résultats qui sont basés sur des articles juridiques. Oui, il y en aura forcément, mais à voir. Voilà. Il peut y avoir des retraits de points. Ce n'est pas obligatoire qu'on ait raison. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir retrait de points jusqu'à 3 points qui va faire perdre la Tanzanie? Ce n'est pas obligatoire qu'on ait raison. Ce n'est pas obligatoire que la Guinée arrive à avoir raison, qu'on arrive à dire que la Guinée s'est qualifiée, on a disqualifié la Tanzanie. Ce n'est pas seulement ça que la Guinée veut avoir. La Guinée veut avoir des résultats franchement juridiques. Non, mais forcément, il y aura des sanctions. Voilà. Je pense qu'il y aura des sanctions. Maintenant, le titre des sanctions, pour l'instant, on ne sait pas. Exactement. Mais moi, je pense qu'il y aura des sanctions. Alors, vous doutez de la CAF? Pas du tout, pas du tout. Je ne doute pas de la CAF. Je pense que dans cette affaire-là, c'est une situation, disons, un peu compliquée parce que, voilà, du côté de la Tanzanie, quand même, ils ont remporté la rencontre. Donc, je ne pense pas avec... c'est vrai, il y a eu des erreurs administratives. Voilà, l'équipe tanzanienne a reconnu certes l'erreur commise. Mais moi, je pense que la sanction peut-être sera pécuniaire. Je vois très très mal. Maintenant même si on dit la sanction est pécuniaire, c'est accompagné par des articles qui justifient que l'erreur de la Tanzanie. Parce que nous, c'est un peu ça. En fait, non, on a fouillé presque les règlements. On n'en a pas vu à ce niveau là où on dit l'identifiant du joueur n'est pas bien respecté. On ne parle pas d'une somme. Il n'y a pas sorti, on l'invente. Je l'ai dit la dernière fois. Des erreurs comme ça, la plupart du temps, ça se paye sur des sanctions de retrait de points. C'est clair. Il n'y a pas d'autre article. Sauf que du côté tanzanien, ils sont un peu plus nuancés sur cela. Les articles brandis par la Guinée, pour eux, c'est des articles pour la CAN et que la CAN et les qualifications pour eux, en termes de... Il y a une certaine nuance, CAN et qualification, c'est des termes juridiques, c'est un peu le combat juridique. Et de l'autre côté, ils se disent que du moment où le joueur a été validé par le 4e arbitre qui relève de la CAF, ce n'est pas à eux d'en pâtir de sa non-vigilance. Entre autres, c'est des arguments qu'ils arguent. Voilà pourquoi moi je dis aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça pour la CAF. Encore une fois, en termes de texte, si c'était aussi clair que ça, pour moi, la décision aura été déjà rendue. Et de l'autre côté, il faut prendre la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire ces qualifications sont passées il y a 6-7 mois. 6-7 mois. En tout cas, c'est en novembre. Il y a 6-7 mois. Entre-temps, il y a eu un premier jugement qui n'a pas satisfait la Guinée. Et il y a eu le tirage au sort. Et la Tanzanie se prépare en ce moment pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on est à quelques mois de cette même Coupe d'Afrique des Nations. La CAF elle-même, qui a fait ce tirage-là, qui a rejeté en première instance cette requête de la Guinée, je la vois mal donner, en tout cas sortir une sanction qui amènerait la CAN ça dépend des textes. Vous pensez qu'on va dire à la Guinée, on va dire à la Guinée parce que bientôt la CAN... On ne dira pas ça. Non, c'est ce que vous dites, c'est comme si entre guillemets... va se pencher sur une question de sentiment pour voilà, de temps, on a vu des équipes qui ont été acceptées. Il y aura des problèmes. Moi, je ne crois pas que ça soit à ce niveau. Je pense que le problème, c'est que c'est juste le degré ou le timing de la chose, parce que le fait d'avoir déjà repoussé la première offre ou la première demande de la Guinée pour la requête pour faire les tirages au sort, moi je pense que ça se situe là-bas. Ils auront un petit peu du mal à revenir sur leur décision, même s'il n'y a rien de mauvais qu'on revienne sur sa décision si on comprend qu'on s'était trompé. Mais moi je ne pense pas que ça se lie sur le sentiment des Tanzaniens, parce que les sanctions, ça reste des sanctions. Il y en a eu avant la Tanzanie, beaucoup de pays en ont subi à quelques jours du début des compétitions. La Guinée elle-même, elle a subi avec les équipes de jeunes, où on était à quelques jours du début de la Coupe du Monde, U17 je crois bien, avec le problème avec les Sénégalais. Finalement, ils ont été disqualifiés. Ils ont même la Coupe du Monde 2022,
avec la France, là où le Sénégal avait participé, on a quand même injecté la Guinée par des problèmes administratifs. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je pense que ça colle pas trop au problème sentimental. Je pense pas. Ce n'est pas que sentimental. Non, mais quand vous dites que le fait parce que la CAF ne va pas s'ajarder de faire ça. La CAF aurait été beaucoup plus diligente qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Et du moment où elle a pris tout ce temps-là, tout ce qui est arrivé, en fait, c'est elle qui a accepté. Donc ça sous-entend c'est elle qui a rejeté. Et pour elle, ce n'est pas suffisamment clair qu'elle va revenir en arrière par rapport à 2 décisions prises antérieurement. En tout cas, je pense que c'est pas lié à la si le contraire arrivait, je serais surpris et heureux à la fois. Mais encore une fois, me dire aujourd'hui que je suis à 100% sûr qu'il y aura un jugement favorable à la Guinée qui l'enverrait à la CAN, je me permets de douter et ne pas rentrer on n'a pas dit ça. On n'est pas prévoyant, on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. La Guinée va sortir vainqueur. On dit juste, on espère que la CAF soit responsable. Toute victoire qui ne permettrait pas à la Guinée d'aller à la CAN ne serait pas une victoire souhaitée. Non, une victoire reste une victoire. Non, mais que juste la manne pécuniaire n'arrange rien. Ça peut servir d'exemple à d'autres pays. Exactement. Ce n'est pas pour l'exemple que la Guinée a porté plainte. C'est pas obligatoire pour avoir raison. Moi, je suis pas trop. Non, pas forcément avoir raison. C'est pas obligatoire qu'on aille à la CAN au sorti de ce problème, mais qu'il y ait franchement des sanctions claires, qu'on voit réellement que la Guinée a remporté le combat qu'elle a engagé. Alors, c'est ça. Gardez votre position d'écoute, mesdames et messieurs. Et voilà, on est dans l'émission World Sport chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, on est en train de fêter le dossier Guinée-Tanzanie. On est en suspens, Guinée en Tanzanie, entre la Guinée et la Tanzanie qui ira pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La question est suspendue. On marque une courte pause, on revient dans quelques instants dans la deuxième partie de cette émission. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Il est 16h22 à Conakry, c'est pas la même heure au Caire, en Égypte. Voilà, c'est ce dossier qui nous intéresse. Maintenant, pour boucler porte et fenêtre de ce dossier, est-ce que vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste parce que voilà, la première requête a été révoquée par la CAF, peut-être avec cette deuxième requête, peut-être la Guinée a une chance. Une chance de se qualifier. Je dirais peut-être. Peut-être de se qualifier, peut-être, voilà, pour avoir raison ou pas. En tout cas, il ne faut pas qu'on arrive à arriver à... Allez-y. Ils ont juste la chance de sortir vainqueur. Maintenant, je ne sais pas comment, mais je pense que la Guinée sortira vainqueur de ce dossier. Moi, je suis réservé quant à une qualification de la Guinée. Non, vous êtes toujours réservé. C'est pas forcément une qualification. Peut-être des sanctions. Toute victoire qui ne serait pas une qualification de la Guinée serait une paire perdue. Vous avez vu l'armada déployée par la Guinée pour ce jugement. Et en première instance et maintenant, 3 cadres de la fédération qui se déplacent pour ça. Donc, c'est un combat mené par l'insuffisance, c'est-à-dire de toutes les forces. Toute victoire qui ne permettrait pas à la Guinée d'aller à la CAN serait peine perdue. Vous savez combien les billets ont coûté, combien c'est les hôtels et tout ce qui s'ensuit. Mais après ça, ils vont quand même respecter la Guinée à ce niveau. Mais si on laissait la situation la passer comme ça, ça allait encore être... Voilà, des choses qui vont revenir à chaque instant. Je pense, avec l'objectif des dirigeants de la fédération, c'est une qualification pour la CAN. Mais nous, en tant qu'observateurs sur le plan général, je pense que ne pas se qualifier, ce n'est pas aussi mauvais que ça. L'objectif principal, c'est de sortir vainqueur, c'est de voir que la Guinée est portée plainte sur un fait, c'est avéré vrai, et que voilà, on leur a donné raison et qu'il y a eu des sanctions. Ça soulage au moins. Effectivement. Alors, continuez à réagir sur notre page Facebook Kavi TV pour parler de l'audience concernant le litige entre la Tanzanie et la Guinée qui s'est terminé au Caire et la décision
voilà, sera rendu d'ici le samedi avec une publication officielle sur le site de la Confédération africaine de football entre la Guinée et la Tanzanie qui ira pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc qui va se dérouler le mois de décembre. On revient maintenant en Guinée pour parler du championnat guinéen de Ligue 1 Guicopres dans sa 22e journée. Vous savez actuellement, ce classement provisoire est en suspense. Le premier, c'est le Orea, suivi de cette formation de Afia qui est en concurrence avec la Renaissance FC qui avait fait match nul 0 but partout contre cette formation de la Flamme Olympique de Guinée. En haut du tableau, au milieu et en bas du tableau, la concurrence et les rudes. Chaque rencontre est une finale dans le championnat guinéen. Mais ce derby, quelle qu'en soit la position de ces clubs, elle reste intacte. Le Afia qui accueille Yarouba Nianyabari avec le Orea. Avant d'abord qu'on commence pour fêter ce dossier, tout dernièrement au stade, vous savez qui j'ai vu là-bas au stade en tant qu'entraîneur, pouvez deviner dans le stade de Afia? Un ancien entraîneur qui était là, qui coachait les clubs guinéens. Après, il est parti. Je l'ai vu quand même, hein. Il est quand même présent. Vous pouvez donner un indice Kaba? Pas Kaba. Je pense pas que Kaba n'a pas entraîné le club guinéen. Ouais, j'ai vu au stade. Non, Mandjou, il est là. C'est Casimir Jagelo. L'ancien entraîneur de cette formation de l'APA. Tout dernièrement, j'ai vu ce monsieur au stade Petit Sori de Nongo. Ça sous-entend peut-être qu'il va revenir dans cette formation de l'APA pour leur coacher. Le Orea, quand même, est géré par l'entraîneur malien. Afia, Orea, ton très grand match. Même si aujourd'hui le Orea ne possède pas des joueurs de renom, mais ses académiciens sont en train de nous impressionner. Oui, quand même, on a vu quand même depuis le début de ce championnat, quand même cette formation de Afia quand même nous a émerveillés, nous a épatés avec vraiment des rencontres qui se soldaient par vraiment de spectacle total. Donc, même si du côté de Orea aussi, on est en mode réconciliation parce que voilà, les anciens sont partis, même s'il y a un certain Béter là, mais lui aussi n'arrive pas complètement à s'adapter parce que malgré ses pépins physiques, je parle de Nianyabari, chaque fois il est blessé, donc quand même ça reste un classico, ça reste toujours un classico. Voilà, ça reste toujours un classico. Hein, Oui, je disais que sur le papier, c'est le premier contre le deuxième. Mais il y a une équipe qui joue gros, les champions en titre, et qui sont à 7 points du premier. Ça en fait beaucoup, une défaite là-bas et à 6 journées ou à 5 journées de la fin. On sommes à la deuxième journée, donc 28 journées. Hein. Oui, ça risque d'être compliqué pour la suite. Pour moi, le Afia joue gros en tant que champion en titre et qui devrait tout miser, tout faire pour remporter cette rencontre. C'est un match champion en titre. Oui, c'est vrai. Je suis resté sur l'air. Oui, en certain moment, ils étaient champions. En 2023. Oui, je suis resté sur cette saison. Après, c'est le Milo. Oui, après, c'est le Milo. Donc, c'est un match à 6 points, surtout pour le Afia, si il veut continuer à entretenir l'illusion de reprendre cette couronne. Parce que le Orea, c'est un club en ce moment d'académiciens, très jeune, mais aussi une ou deux individualités qui sont suffisamment expérimentées, qui guident cette génération. Mais le Orea joue gros. Le Afia plutôt joue gros beaucoup plus que le Orea. On verra. À 6 journées de la fin du championnat, vous pensez que si le Orea gagne ce match, ils ont presque confirmé leur titre? Oui, ça va dépendre des rencontres qui viennent après, mais le Orea reste quand même sur 4 victoires en 5 matchs. Ça veut dire que c'est une équipe, c'est une dynamique de champion déjà. C'est une équipe qui est déjà habituée à ces sprints finales et lorsque on atteint ce moment de la saison. 45 points déjà, une victoire ça ferait 48 contre 37 pour le Afia. Moi je pense que la différence serait déjà faite. Le Orea, j'aurais du mal à voir le Orea perdre encore une fois beaucoup de points, quitte à permettre au Afia de le rattraper. On ne sait même pas est-ce que le Afia aura le temps d'enchaîner 4 à 5 victoires consécutives, alors qu'après ce match, il restera que 6 journées. Et c'est 18 points, certes, c'est beaucoup. Mais je ne vois pas. Pour moi, ça serait le tournant, comme l'a dit les autres. Je pense que si le Orea sort vainqueur... Et rester aussi conserver sa deuxième position, parce que derrière, il y a la Renaissance. Parce que, voilà, il y a beaucoup de pression. Entre guillemets, Afia joue beaucoup de choses. Non seulement il joue pour ne pas laisser le Orea prendre l'écart, mais aussi mettre la Renaissance derrière. L'écart l'équipe qui joue derrière. Donc ça va être un match un petit peu compliqué, mais
ça reste deux grosses équipes du championnat. Le AFIA, normalement, ces dernières années, a beaucoup plus de certitude parce qu'il y a des joueurs qui ont déjà 2 ou 3 saisons ensemble, alors que du côté du Oroya, bien qu'il y ait quelques anciens comme Okansé, comme Yakuba, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs. Donc voilà, je pense que la différence pourrait se jouer également à l'expérience. Alors, comment vous interprétez ce cas aujourd'hui? Le AFIA, c'est un club qui a les moyens, qui a le temps de recruter des joueurs, mais malgré cela, comparativement à son éternel rival dans ce championnat, c'est l'Oroya. L'Oroya qui n'est pas habilité à recruter, les moyens ne sont plus là comme avant, mais occupent la tête du championnat. C'est quoi la différence selon vous? C'est une équipe qui a buté sur la stratégie de recruter à tout va. Bon, le AFIA, vous voulez dire? C'est-à-dire le Oroya, au début, c'était comme ça, on recrutait les grandes stars et tout. Mais à un moment donné, le président s'est rendu compte que ce n'était pas une stratégie gagnante. Il fallait miser sur la formation et donner de la chance à ces jeunes-là. Maintenant, le AFIA, depuis des années, oui, mise beaucoup sur la formation, mais depuis quelques années, en tout cas pour enclencher la dynamique d'être champion l'avant-dernière saison, il fallait beaucoup recruter et continuer sur cette lancée, malgré que de ce côté aussi, il y a un bon centre de formation qui fournit des très jeunes. Mais d'un côté, on mise tout sur le centre et de l'autre, un peu sur le centre et pour la plupart sur des bons recrutements. Allez, la même question pour vous. Hein. Oui, c'est ça, c'est le mélange entre jeunes joueurs et joueurs expérimentés. C'est à l'image comme d'FC Barcelone, parce qu'on s'attendait quand même à FC Barcelone. Chaque année, on a cité les joueurs. Exactement. Mais cette saison, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Donc, le club n'avait pas beaucoup. Voilà, il y avait une manne financière, donc on a jugé sur les jeunes. Donc ça et puis ça a marché. Ça a marché. Donc, je pense qu'avec les deux joueurs expérimentés, donc cette formation peut-être répartie pour être. C'est un projet qui commence à pied pour le Oroya, le AFIA, les moyens sont là, et puis des recrutements, mais il ne parvient toujours pas cette saison à coloniser le Oroya. Mais moi, je pense que ce n'est pas une politique pour le Oroya. Je pense que c'est juste une décision qui a été prise par défaut parce qu'il y a eu des problèmes financiers, comme on l'a dit. Sinon, c'est un club qu'on a connu. Je ne dirais pas qu'il y avait du bling-bling parce que ça recrutait bien également, même si ça recrutait beaucoup de joueurs étrangers, mais ça recrutait bien. Ils arrivaient à faire des résultats à la scène africaine, contrairement au AFIA qui, malgré beaucoup de recrutement, ça a du mal à prendre. Ils ont certes été champions de Guinée il y a 2 saisons, mais malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de résultats sur la scène africaine. On s'attendait à ce que le AFIA joue les troubles faits en Ligue des Champions. Ça n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas aussi de beaucoup recruter. Il faut bien recruter, juste compenser où il y a des besoins. Aujourd'hui, le Oroya, il y a toute l'histoire qui est derrière. C'est un club qui a l'habitude de gagner, même si ça n'enlève rien à l'histoire qu'a le AFIA également. C'est un très grand club du pays, peut-être même le plus grand de l'histoire si on se réfère à des temps glorieux. Mais je pense que le fait des 10 dernières années où le Oroya a quasiment colonisé le championnat à lui toute seule, il y a cette histoire qui accompagne, même si ce sont des jeunes joueurs. Il a parlé du Barça tout de suite, vous voyez, c'est pas comme si c'était les plus talentueux, mais l'histoire du club est là. C'est un club qui avait l'habitude de gagner. Donc ces jeunes joueurs se nourrissent également de cette histoire-là pour grandir, pour faire peur aux adversaires. Souvent quand on affronte ces genres de clubs, la concentration elle n'est pas la même parce que vous pensez qu'à tout moment, on peut vous surprendre, ils peuvent vous marquer, ils peuvent marquer un but à tout moment. Donc je pense que c'est un petit peu l'avantage du Oroya. Et l'autre chose, c'est parce qu'il y a eu un entraîneur qui a su également faire confiance aux jeunes. Et avec la tactique qui va, même si on l'a dit depuis longtemps, les équipes se valent un petit peu en championnat, mais le Oroya arrive à tirer son épingle du jeu, à mettre beaucoup plus d'écart parce que à 8 points d'avance quand même sur le deuxième, ça veut dire que il y a quelque chose qui est là. Et sur la dynamique du moment, le Oroya, c'est 4 victoires en 5 matchs. Et pendant que les 3 derniers matchs du AFIA se sont tous soldés sur un match nul, ça veut dire que les dynamiques également ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le AFIA peut quand même se patienter un peu
et travaille sur un long projet parce que dans les années 2011-2012, on a enregistré l'arrivée de ce mécène Antonio Soare avec le Real. Le début, ça n'a pas marché. Ils ont été à un certain moment malmenés par le SOE Sport de Saint-Pedro d'Abidjan. C'est là où ils ont eu au Kansé Mandela et pas mal de clubs africains quand même ont marché sur le Real. Mais au fur et à mesure que le club progressait, ils ont eu gain de cause. Pensez que le AFIA, ça n'a pas pris beaucoup de temps? Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, c'est l'exemple parfait pour donner au AFIA aujourd'hui. Nasser El Khelaïfi, il est arrivé au club, il y a eu tout de suite beaucoup d'investissements. On était pressés. Mais chaque année, ils sont champions. Il fallait, le Paris, mais le AFIA ne parvient pas toujours. La compétition, qui était l'objectif phare depuis l'arrivée des Qataris, c'était la Ligue des Champions. Il a fallu attendre 14 ans après ou 12 ans, je ne sais pas, pour avoir la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'investir, c'est bien, mais pendant tout ce temps, ils ont su préparer le club à avoir cette mentalité d'être prétendant pour la Ligue des Champions. Ils y sont parvenus finalement. Je pense que le AFIA également pourrait aller dans cette dynamique, dans cette lancée-là, à recruter, mais en même temps préparer des jeunes de centres de formation pour pouvoir être prêts à tout moment quand on leur fera appel et répondre présent. C'est très important. Mais avec ces changements d'entraîneur, c'est un peu compliqué. Voilà, il faut aussi prendre le temps de... Vous avez les mêmes avis que... Oui, c'est une source d'inspiration, c'est ce que j'ai dit tout de suite. C'est une équipe qui recrutait à tout va au début, mais qui à un moment donné a essayé de se poser et s'est dit pourquoi pas miser sur un centre de formation. C'est beaucoup plus durable et c'est ce qui peut-être va payer cette année en prenant le championnat et ils vont miser sûrement sur la continuité en injectant un ou deux bons joueurs pour aller en compétition africaine. De toutes les façons, sur les dernières années, c'est le AFIA qui sauve la mise pour la Guinée en termes d'indices. Donc, mais il n'y a pas de constance pour occuper la tête du championnat. Lorsque le Orea était en forme, ils ont dégringolé après ces années. Ces changements le président en changeant de stratégie, c'était un peu brusque au début. Donc ça a réjailli sur le club. Maintenant, la formation commence à payer, les jeunes pépites commencent à donner quelque chose et l'entraîneur qui est là connaît très bien ces jeunes-là et c'est ce qui commence à payer. Donc, pour moi, le couronnement de tout ce travail-là, c'est serrer ce championnat cette année. Et ensuite, pour aller en compétition africaine, je crois que les jeunes, c'est bien, mais il faudra injecter 2 ou 3 bons joueurs pour aller conquérir l'Afrique. C'est ça. Pour un club comme le Royal, il y a de l'ambition. Moi, je pense que cette saison, d'ailleurs, pour moi, ce serait le plus beau titre de ce club en championnat, avec des jeunes joueurs. Le club en difficulté financièrement, j'y arrive. Donc, comme l'a dit, je pense qu'une qualification en Ligue des Champions, on va forcément voir l'ancien Oroya revenir parce que les activités ont, entre guillemets, recommencé à reprendre de ce côté. Donc moi, je pense qu'il y aura forcément des renforts, mais je ne vois pas tous ces jeunes joueurs-là tout de suite quitter le club parce qu'ils ont l'amour également. Il faut le dire, ils ont l'amour du club et ils ont accepté de se battre. On a vu certains dont les transferts ont été annulés à plusieurs reprises, mais ils sont toujours là, présents, ils se battent. Voilà, on aimerait, on a envie que le AFIA également ait ces mêmes inspirations, surtout sur le plan africain, parce que aujourd'hui, on a parlé de la dégringolade de la Guinée dans l'indice Africaf. Ça veut dire que les clubs qui y vont ne sont pas trop représentatifs, j'ai envie de dire, sans leur manquer du respect. Parce que quand le Oroya était présent, on voyait tout le temps... Donc tout ça se résume sur le Oroya dans le championnat guinéen. Le Oroya n'est pas en forme, le championnat n'est pas en forme. Ça s'explique directement. On a vu le Milo, champion en titre. On n'a pas vu les résultats qu'on aurait souhaité voir du côté des compétitions africaines. Le AFIA était là, c'était presque pareil. Donc même Sort aujourd'hui qui est relégable, à un moment donné, il était qualifié pour les compétitions africaines. Donc c'est un petit peu le problème. Il y a des clubs qui sont capables de coups d'éclat, mais le plus important, c'est se maintenir au plus haut niveau. Allez, c'est de maintenir sur le plus haut niveau. Il y a un internaute qui vient nous faire savoir que le Orea et le AFIA n'est pas d'un classico. Non, c'est l'AS Kaloum et le Orea. Ouais, c'est l'AS Kaloum, c'est plutôt en derby. Mais attention, le AFIA est aussi historique, hein. C'est un club historique. Il précise qu'à l'époque, sûrement c'est un ancien. Il a parfaitement raison. C'était la confrontation entre Conakry 1 et Conakry 2. Voilà. Ça, c'est pour les anciens. Merci beaucoup à Mohamed Lamine Kaba, les gens qui continuent à réagir sur notre page Facebook. Et Mamadouba qui dit bonne chance à la Guinée.
Et Mamadou Alpha Barry aussi qui dit bonne chance à la Guinée. Hein. Voilà, on aura besoin, je pense bien, les gens sont inquiets sur cette situation, le dossier avec Tanzanie, Guinée. Maintenant, on va partir au niveau des pronostics, la vie de tout un chacun, parce qu'on a observé le AFIA et le Orea cette saison. On a vu les performances et les contre-performances. On s'attend à un match nul ou bien le Orea va s'en sortir ou le AFIA? Je dirais que le Orea va s'en sortir. Une victoire, 2-1. 2-1 pour le Orea. Oui, non, moi, compte tenu des dynamiques, même si ça reste un très grand match, mais je mets un petit peu d'avantage sur le Orea. Le Orea. Non, moi pour... Il va être sceptique, il va être réticent. Non, pour donner de la saveur à cette fin de championnat, j'aimerais voir une victoire du AFIA pour relancer le championnat et puis pour que ça soit chaud jusqu'au bout. Parce que quand même, la situation elle est compliquée. Il faut non, une victoire du Orea, ce serait fini, en tout cas pour le titre. Ouais, pour le titre, hein, parce qu'il y a déjà il y a beaucoup de matchs qui sont en cours actuellement. Il y a Foot Elite qui est en train de jouer contre le CI Kamsar. Voilà, c'est un autre derby, ce sont des clubs promus. Le Foot Elite qui est en train de jouer pour le maintien, c'est extrêmement important. Et voilà, et cette formation de la Flamme Olympique doit jouer forcément face à cette formation de l'AS Kaloum. C'est demain au stade Petit Souris de Nongo. Et de l'autre côté, ils ont fait pour le moment 40 minutes de jeu. Et c'est pour cette formation. C'est voilà, cette formation du CI Kamsar qui mène pour le moment sur le score de 1 but à 0 à Kamsar face à cette formation voilà, de Foot Elite. C'est à la 19e minute de jeu que cette formation a pu quand même encaisser. Et ils ont créé la différence. Donc, Foot Elite est mené pour le moment sur le score de 1 but à 0. On va continuer à fêter nos sommaires. Cette fois-ci, pour parler de la Coupe du Monde. Le Grand Brésil encore qui continue. Et franchement, pour ces qualifications, ils sont inarrêtables. Chaque année, ils participent à la Coupe du Monde de 1930 à 2026. Donc, le Brésil est la seule nation à s'être qualifiée pour toutes les éditions de la Coupe du Monde FIFA. Voilà, donc soit 22 participations consécutives depuis la toute première édition en 1930 jusqu'à celle de 2026. C'est incroyable. Mais vrai. Le Brésilien se lance. J'adore entendre le grand Brésil. C'est fou, hein, quand on parle de... C'est pas pour rien si ils 1930. sont considérés comme la meilleure nation sur le plan. On n'a même pas fait notre indépendance, hein, nous c'est en 58. Effectivement, donc ça se voit déjà, c'est la nation qui a le plus de titres en Coupe du Monde, même si sur les 5 dernières éditions, on s'attendait à voir beaucoup mieux. La dernière victoire, c'est en 2002. Moi, j'étais encore très petit à l'époque, donc... Est-ce que tu as suivi un match? Non, je n'ai rien suivi, je le dis, rien du tout. Tu as raté le Grand Sénégal. La toute première Coupe du Monde que j'ai vue pour le Brésil, c'était en 2006. Et le fameux match face à la France. Mais voilà, depuis là, on s'attend à voir encore une fois un meilleur Brésil. Ça a du mal à prendre. On espère maintenant, avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, qui est un entraîneur de victoire, qui a l'habitude de coacher des très grands joueurs, parce que c'était aussi le problème du Brésil, parce qu'il y avait l'accumulation, si j'ai envie de dire, de beaucoup de très grands joueurs. Il y avait du mal à gérer les égos. Les entraîneurs n'arrivaient pas à trouver la bonne formule. J'espère, ou en tout cas, j'ai l'espoir que Carlo Ancelotti va y arriver pour la prochaine Coupe du Monde. Et on espère revoir le Brésil sur le toit du monde. On va le couper, parce qu'il va parler parce que quand il est Brésil. Alors, permettez-moi de vous couper la parole, revenir un peu en arrière pour donner de l'importance à ces internautes qui sont en train de nous suivre, quelle qu'en soit la distance. Lycée Alicrès Kumbasa. Bonsoir à vous. Je pense que le Orea AC est bien parti pour être champion de Guinée. Voilà, cette saison pour le match entre le AFIA et le Orea AC. C'est un match qui se jouera dans les petits détails. Lui, c'est Ali Ramirez. Voilà, on attend de voir la suite de cette rencontre. Le AFIA a des joueurs qui jouent ensemble depuis 2 ans. Et l'autre côté, le Orea AC revient petit à petit avec des jeunes talents et certains anciens. Rafiou Ba lui dit Orea à vie. Ibrahim Pellelba, un Guinéen qui réside en Côte d'Ivoire, un fervent supporter de l'équipe nationale. Les Guinéens, il dit salut, grand, mon pronostic à Orea 2, AFIA 1, Ousmane Kamara, le préparateur physique de cette formation de la Créatie qui est en train de suivre à l'instant T. Il réagit. Félicitations à vous, la meilleure télévision Kavi, Ibrahim Pellelba qui revient encore avec le retour de Orea au sommet de notre football. Donc, et de bonne augure, car le club est mieux structuré du pays et bonne chance. Alors, nous on décolle pour la Coupe du Monde parce que je ne pense pas que la Guinée ira juste cette Coupe du Monde.
De record en record, 1936-1926, le Brésil est tout le temps constant et présent. Oui, ça dénote un peu de la régularité de ce pays. C'est un pays de football. À l'époque, quand on jouait bien au football, on s'appelait le Brésil, les Brésiliens d'Afrique, et même des équipes de chez nous prenaient ces surnoms-là et tout, parce que c'était un peu le symbole d'une équipe qui pratiquait du football propre. Joga bonito. Donc, mais bon, depuis pratiquement 2006, oui, peut-être 2010, il y a un creux générationnel en termes de talent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent, mais ce n'est pas du même niveau que les Ronaldinho, les Ronaldo, les Rivaldo, etc. etc. Et même au niveau de la défense, il y a un creux. Aujourd'hui, peut-être au niveau de l'attaque, il y a certains noms qui commencent à revenir. Vinicius, ça va, il joue au Real, Rafinha, etc. Rodrigo, qui n'a pas été appelé cette fois-ci. Blessé. Oui, qui n'a pas été appelé. Donc, il y a aussi Neymar qui est toujours là. Mais bon, cette fois-ci aussi, il n'a pas été appelé. Mais au niveau du milieu de terrain, pour moi, ça manque de talent, de véritables créateurs de jeu. Et au niveau de la défense, la charnière centrale, à part peut-être Marquinhos qui s'impose bien au PSG, de l'autre côté, le défenseur du Real, Militao, ne m'a pas convaincu avec le Brésil. Certes, avec le Real, ça va, mais avec le Brésil, ça ne donne pas. Mais sur les ailes, c'était un peu la force du Brésil, les latéraux. Voilà, c'est là mais là, il y a véritablement un creux générationnel. Peut-être au niveau des qualifications, ça passe, mais en Coupe du Monde, depuis 2002, pour le moment, ça ne donne pas satisfaction. Mais c'est cette fois-ci, vous êtes optimiste parce que c'est compliqué. Être une première nation à se qualifier, ce sont les signes précurseurs qui nous montrent. Non, ils ne sont pas les premiers. Non. Oui, il y a beaucoup. Il y en a en déjà, Amérique latine, c'est l'Argentine qui s'est qualifiée en premier. C'est l'Argentine déjà, mais de 1930, oui, non, ça c'est la seule nation. Et cette fois-ci, ça montre que peut-être le Brésil peut revenir en forme. Et bien sûr, moi je ne suis pas surpris parce que voilà, c'est la nation la plus titrée. On les cite même déjà. En Coupe du Monde. Oui, en Coupe du Monde. J'ai même précisé, c'est la nation la plus titrée. Parce qu'on parle de la Coupe du Monde quand même. La Coupe du Monde résume tout. Donc, je ne suis pas surpris, c'est vrai. Je partage l'avis de mon frère Nomadi Ambaldi avec des joueurs, des nouveaux joueurs qui arrivent, les Rafinha, les Vinicius. Mais la faiblesse de cette équipe, c'est des latéraux. Donc, on n'a pas eu de remplaçants de Marcelo et de Dani Alves jusqu'à présent. Et surtout aussi l'axe central. Et Michael, donc, je ne suis pas surpris. Peut-être avec l'arrivée de Ancelotti, il va donner un second souffle à cette formation. Pourquoi pas réaliser une meilleure performance? Parce que les dernières performances sont soldées par un fiasco total. Alors, malgré leur contre-performance sur le plan individuel, ce n'est plus comme avant, mais parviennent tout le temps à tenir leur ticket de qualification. Est-ce qu'on peut interpréter cela une faiblesse du niveau en Am Sud? Non, je ne crois pas que ce soit Comment une faiblesse. Vous interprétez cela? L'équipe n'est pas constante. Ils ont eu beaucoup de difficultés d'ailleurs dans cette campagne de qualification. Ils sont 3e au classement. Ce n'est même pas exclu. Mais au finish, ils finissent à ce niveau, 3e après leur victoire. Parce que l'Uruguay derrière ne s'était pas imposé. L'Équateur est devant. L'Argentine est à 10 points d'avance sur le Brésil. Ça démontre déjà la difficulté qu'ils ont connue. Moi, d'ailleurs, la dernière Coupe du Monde, pour moi, j'avais plus d'espoir parce que la qualification avait été obtenue beaucoup plus facilement. Il y avait des joueurs qui étaient venus dans cette Coupe du Monde un petit peu à fleur de leur âge. Il y avait beaucoup de forme. Neymar était bien physiquement, même s'il a eu une blessure au début de la compétition. Mais Vinicius, qui sortait d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, des joueurs comme Rodrigo, des joueurs comme Paqueta, comme le milieu de Newcastle, Bruno Guimaraes. Le problème un petit peu, on l'a dit, c'est au niveau des latéraux, parce que moi, je pense que la charnière centrale a toujours été fournie. Il y a des joueurs qui s'en sortent pas mal, mais les joueurs qui alimentaient un petit peu, c'était ces latéraux un petit peu offensifs, comme les Cafu des autres années, des Roberto Carlos. Après, ils ont eu Alves, Marcelo. Mais cette fois-ci, moi, mon espoir se repose sur l'entraîneur parce que je pense que avec lui, il peut recadrer des joueurs parce qu'à un moment donné, il y a également eu des problèmes d'ego, des bagarres pour avoir le brassard de capitaine, notamment lors de la Coupe du Monde 2018. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Et l'autre fait important, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a tellement de migration aujourd'hui. Avant, le football brésilien se pratiquait au Brésil. 80% des joueurs jouaient à l'époque au championnat brésilien. Aujourd'hui, il y a tellement d'expatriés, ils sont habitués à ce football européen. Ils ont un petit peu perdu l'ADN du football brésilien et je pense que c'est ce qui joue aussi souvent sur cette nation. Et pour Ancelotti, il faudrait être quelque peu nuancé avec les stars.
quand il s'agit de prendre des décisions, ce n'est pas toujours évident avec lui. Maintenant, s'il a la chance d'avoir des joueurs qui ont différents profils, qu'il peut aligner différemment, ça peut aller. Mais bon, pour moi, au retour de l'attaquant du Real dont on parlait tout de suite, là, Rodrigo de Neymar, va lui poser énormément de problèmes avec ces 4 de devant, comme ça se fut le cas avec le Real et tout. On va voir quelle décision il va prendre. Et la concurrence, ou les véritables concurrents des Sud-Américains sont les Européens. Pratiquement depuis 2002, c'est les Européens jusqu'à la dernière Coupe du Monde. Et pratiquement les pays de l'Amérique du Sud s'étaient limités en quart de finale, très rarement en demi-finale. Parce que le football est plutôt centré européen. Et c'est purement tactique. Le football est devenu collectif. Oui, plutôt une science surtout. Plutôt une science, parce que les Sud-Américains, pour la plupart, c'est la rue. C'est trop individuel. C'est la passion, c'est la samba, c'est tout ce que ça dégage. Donc les Européens semblent avoir pris les devants. Disons, la dernière Coupe du Monde fait mentir tout cela. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, pour nuancer même les qualifications en Amérique latine, c'est que plus de 50% des pays se qualifient en Coupe du Monde. On a 10 pays 6 qualifiés. Et donc, peut-être c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que quand tu affrontes des pays à des hauteurs, à 2000 kilomètres de hauteur et à des pays comme la Colombie. Donc vous êtes d'accord avec moi, il y a plus de facilité par rapport à l'Europe? Non, je vais juste nuancer en termes de nombre, mais en termes de qualité, quand les Européens affrontent la Colombie, l'Équateur, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce n'est pas facile. Vous avez le Chili aujourd'hui qui... Ça fait 3 fois d'affilée. Mais le nombre qui se qualifie. En termes de pourcentage, quand même. Voilà, ça y va. Mais, ça y va. Mais quand on fait le même en Afrique, c'est plus dur. Hein. C'est plus de 10 équipes du pays qui se qualifient. Ça veut dire qu'il y a déjà même un avantage. C'est plus dur, c'est plus simple par rapport à l'Afrique. C'est plus simple par rapport à l'Europe. C'est plus compliqué par rapport à l'Europe. Je ne pense pas que ça soit plus simple par rapport à l'Afrique. Les phases aller-retour. Voilà, c'est un petit peu partout. Mais pour les Sud-Américains, c'est une sorte de mini-championnat qu'on joue. Le Chili, aujourd'hui, ça fait 3 fois d'affilée qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça devient compliqué aussi pour des nations. Mais là, à ce niveau, je ne crois pas que ça soit compliqué. Les phases de poule et les mini-championnats, qu'est-ce qui est plus favorable en matière de nombre et tout ça, c'est... En fait, j'ai dit tout de suite que ça pourrait être facile en termes de pourcentage. Si on s'est dit il y a 10 pays, 6 sont qualifiés directement, sur le papier, on peut se dire que c'est facile. Mais l'autre difficulté, c'est quoi? C'est que ces pays-là s'affrontent pratiquement tous les 2 ans en Copa América. On n'évite personne. En Copa América. Et sur ces 2 ans précédents, la Coupe du Monde aussi, ces pays s'affrontent en aller et retour. Donc, ce qui veut dire que ces équipes se connaissent, quel que soit le niveau du Brésil ou de l'Argentine. Quand ils affrontent la Colombie ou même, je ne sais pas, le Venezuela, c'est toujours chaud parce que les équipes se connaissent, les joueurs se connaissent et les températures en Amérique latine, rares sont les joueurs européens qui peuvent résister dans ces températures. Surtout que c'est un autre football qui est joué en Amérique du Sud. Pour ceux qui suivent la Copa, sérieusement, beaucoup de joueurs européens se casseraient les dents en jouant la Copa. Ce n'est pas du tout facile. Il est 16h, passé de 52 minutes, 3 minutes nous séparent de la fin de cette émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h sur nos antennes de Kavi Média via télé, radio, pourquoi pas sur notre page Facebook Kavi TV. On a eu beaucoup de réactions des internautes qui continuent à réagir, mais on n'aura pas le temps de lire. Voilà, on va revenir quand même dans d'autres numéros. 2 minutes nous séparent de la fin de cette émission, mais on ne va pas se quitter sans vous donner cette information. C'est une information qui est défavorable à la Guinée, mais forcément vous allez sourire parce que vous n'êtes pas surpris. On parlera du foot féminin, classement FIFA du 12 juin 2025. La Guinée occupe la 143e place dans le monde et 23e position en Afrique. C'est le classement de football féminin. Mais voilà, c'était juste un autre scoop de cet après-midi.
Voilà, il n'y a pas de commentaire, on a remercié. Il n'y a pas de surprise. Forcément, c'est le reflet de ce qu'on voit. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. On ne va pas pleurer. En tout cas, la semaine à venir, on va s'intéresser au foot féminin. Si les responsables acceptent, ils vont se déplacer sur ce plateau. On va éclaircir la lanterne, savoir qui est-ce qui ne va pas au niveau du foot féminin. Et la situation entre la Guinée et la Tanzanie, quel qu'en soit Félix le jeudi à venir, on va se situer de ce dossier dont on attend. Voilà, on ne va pas se quitter sans se dire au revoir ou merci parce qu'on ne s'est pas donné le coup de poing. Hein, c'est ça. Allez. On a frôlé de justesse. Mané, merci. Merci beaucoup. Pour moi, ça a été un plaisir de faire partie de cette équipe. Merci vraiment. Bien, ça nous va tout droit au cœur, hein, parce que voilà, c'est extrêmement important, ça fait du bien à ses auditeurs et téléspectateurs. Pep Guardiola, je te dis merci. Merci, j'ai envie de donner un petit carton vert à Mateus Cunha, un Brésilien qui vient de signer à Manchester United. On s'attend à se régaler la saison prochaine avec ce joueur. Et notre flop à en devenir. Voilà. Sinon, c'est un plaisir d'être là. Franchement, c'est son nouveau surnom, c'est Pep Guardiola. Donc c'est lui, il a chippé mon surnom. Je ne sais pas. On me l'a attribué comme ça. C'est les auditeurs qui ont dit Pep Guardiola. Voilà, peut-être toi, tu vas être Carlo Ancelotti. Je ne sais pas. Sir Alex Ferguson. Je préfère être appelé Ferguson. Voilà, ça me colle mieux. Alors, allez, Jean-Balde, merci. Merci, c'était un plaisir. Quant à vous, il me reste que de vous dire au revoir, mais restez concentrés à notre compagnie car nos programmes continuent sur les antennes de Kavi et bon suite de programme. Au revoir et merci.